La porte de l'appartement s'ouvrit avec un grincement sourd. Et je restai figé sur le seuil, le cœur battant à tout rompre. Entre. Amélie. Murmura Margot d'une voix plus basse que dans l'amphithéâtre. Presque rauque. Comme si elle luttait déjà contre quelque chose d'invisible. Je franchis le pas. Et dès que le battant se referma derrière moi, l'air de Paris sembla s'épaissir, chargé d'une tension que je n'osais pas nommer. C'était en septembre, sous une pluie fine qui transformait les trottoirs de la rue Soufflot en miroir noir. J'avais 19 ans. Venais d'arriver à Paris depuis ma petite ville de province. Et la littérature française du XIXe siècle me semblait être le seul refuge contre la solitude qui me rongeait. Margot Duval enseignait Balzac et Flaubert avec une passion qui faisait vibrer la salle. Elle avait 36 ans. Une silhouette élancée. Des cheveux noirs coupés net au niveau de la mâchoire. Et des yeux d'un gris orageux qui semblaient lire en nous bien au-delà des textes. Les étudiants l'admiraient. Certains la craignaient, moi. Je la désirais déjà sans le savoir. Je peinais sur mon exposé sur Madame Bovary. Les mots d'Emma me brûlaient. Mais je n'arrivais pas à les ordonner. Un soir, après le cours, je rassemblai mon courage et demandai de l'aide. Elle me fixa longuement, comme si elle pesait une décision lourde. Puis répondit, « Venez chez moi samedi après-midi. » J'ai du temps. Son adresse était dans le 5e arrondissement. Un immeuble haussmannien aux escaliers usés par des siècles de pas. Quand j'arrivai, elle m'accueillit en chemise blanche et pantalon noir, pieds nus sur le parquet ancien. L'appartement sentait le vieux papier et le thé bergamote. Des étagères croulaient sous les livres. Des piles de manuscrits s'entassaient sur le bureau. Elle me fit asseoir près de la fenêtre qui donnait sur la cour intérieure, où un marronnier perdait déjà ses feuilles. Nous parlâmes d'Emma Bovary, de ses rêves étouffés, de son désespoir amoureux. Margot disséquait le texte avec une précision chirurgicale, mais parfois son regard s'attardait sur moi. Et je sentais une chaleur monter à mes joues. Vous comprenez Emma parce que vous êtes comme elle. N'est-ce pas? Dit-elle soudain. Vous cherchez quelque chose que la vie provinciale ne vous a pas donné. Je rougis violemment. Comment pouvait-elle savoir? Je bredouillai que oui. Peut-être. Elle sourit pour la première fois. Un sourire triste. Presque douloureux. Paris promet tout. Mais il prend aussi beaucoup. Les séances se multiplièrent. Officiellement pour l'exposé. Mais nous parlions de plus en plus de nous. Elle me confia qu'elle avait grandi à Lyon. Dans une famille catholique rigoriste. Qu'elle avait fui à 18 ans pour étudier à la Sorbonne. Elle ne mentionnait jamais d'homme. Jamais de compagnon. Moi. Je lui racontai ma mère veuve. Mon père absent. Mes amitiés timides avec des filles au lycée qui m'avaient laissé un trouble diffus. Un après-midi d'octobre. La pluie battant les carreaux. Elle posa sa main sur la mienne pour souligner un passage. Le contact dura trop longtemps. Je retirai ma main comme brûlée. Elle pâlit. Pardonnez-moi, murmura-t-elle. Mais le lendemain, elle m'invita à nouveau. Et je revins. Chaque fois, la tension grandissait. Je commençais à rêver d'elle la nuit. De ses lèvres sur les miennes. De ses mains sur ma peau. Je me haïssais pour ses pensées. Elle était ma professeure. C'était interdit. Dangereux. Pourtant,
Je ne pouvais m'empêcher de revenir. Un soir de novembre, alors que je rangeais mes notes, elle s'approcha trop près. Amélie. Il y a quelque chose que vous devez savoir avant que cela n'aille plus loin. Son voix tremblait. Je levai les yeux. Elle semblait sur le point de parler. Mais le téléphone sonna. Elle décrocha. Écouta. Et son visage se ferma. Oui. Je viens tout de suite, dit-elle avant de raccrocher. Elle me regarda. Désolée. Une urgence familiale. Nous reprendrons la semaine prochaine. Je partis. Le cœur serré, sans savoir que cette interruption marquait le début d'un engrenage infernal. La semaine suivante, Margot annula. Puis la suivante. Ses cours devinrent distants. Son regard fuyant. Je me rongeais les sangs. Avais-je imaginé tout cela? Était-ce seulement dans ma tête? Je passais des nuits à relire nos échanges de messages rares, professionnels, mais que je disséquais comme des poèmes. Enfin, elle m'écrivit, venez samedi. Il faut que nous parlions. Quand j'entrai, l'appartement était plongé dans une pénombre inhabituelle. Elle avait bu. Je le vis tout de suite à ses yeux rougis. Une bouteille de vin rouge à moitié vide trônait sur la table basse. Asseyez-vous, dit-elle d'une voix éteinte. Je m'installai, terrifiée. Elle marcha de long en large, puis s'arrêta devant moi. Amélie. Ce qui se passe entre nous ne peut pas continuer. Le sol se déroba sous moi. Mais il ne se passe rien, protestai-je, la voix brisée. Elle rit amèrement. Précisément. Et c'est déjà trop. Elle s'assit enfin, enfouit son visage dans ses mains. J'ai 36 ans. Vous en avez 19. Je suis votre professeur. Si quelqu'un l'apprend. Elle ne finit pas la phrase. Je compris, licenciement. Scandale. Ruine. Je me levai. Les larmes aux yeux. Vous avez raison. Je suis désolée. Je ne reviendrai plus. Je me dirigeai vers la porte. Elle me rattrapa par le bras. Attendez. Sa voix était suppliante. Je me retournai. Nos visages étaient à quelques centimètres. Je vis dans ses yeux un désespoir immense. Ce n'est pas seulement l'âge ou le statut. Souffla-t-elle. Il y a autre chose. Quelque chose que je vous cache depuis le début. Elle me lâcha brusquement et alla chercher une enveloppe dans un tiroir. Elle me la tendit. À l'intérieur, des photos. Une femme blonde. Belle. Aux traits fatigués. Tenant un enfant dans les bras. Puis la même femme. Plus jeune. Enlacée avec Margot sur une plage normande. Voici Claire, dit-elle d'une voix morte. Ma compagne depuis 12 ans. Et voici notre fille. Léa. Elle a 8 ans. Le monde chancela. Je m'assis lourdement. Margot avait une famille. Une vie cachée. Une femme. Un enfant. Tout ce temps. Pendant que je fantasmais. Elle vivait déjà ce que je désirais le plus au monde.
Pourquoi me montrer cela maintenant, demandai-je. La gorge nouée. Parce que Claire est revenue. Elle était partie il y a 2 ans. Après une dispute terrible. Elle vit à Bruxelles avec Léa. Mais elle veut revenir. Pour essayer de reconstruire. Margot pleurait maintenant. Et moi? Je ne sais plus ce que je veux. Depuis que vous êtes entrée dans ma vie. Amélie. Tout est remis en question. Je la regardais. Abasourdie. Elle aimait une femme depuis 12 ans. Elle avait une fille. Et pourtant, elle tremblait devant moi. Je me levai. Approchai. Posai ma main sur sa joue humide. Vous l'aimez encore, demandai-je. Elle ferma les yeux. Je ne sais pas. Peut-être. Mais ce que je ressens pour vous, c'est différent. Plus violent. Plus dangereux. Nous restâmes ainsi un long moment. Puis elle prit ma main. La serra contre sa poitrine. Je sentis son cœur battre follement. Je ne peux pas vous promettre quoi que ce soit, murmura-t-elle. Mais je ne peux plus faire comme si rien n'existait. Cette nuit-là, nous ne nous embrassâmes pas. Mais nous parlâmes jusqu'à l'aube. Elle me raconta sa rencontre avec Claire à 24 ans. Leur vie discrète. La naissance de Léa par PMA. Les regards de travers. Les disputes. La séparation. Moi. Je lui confiai mon trouble adolescent. Mes premières attirances pour des filles. Ma peur d'être anormale. À l'aube, elle me raccompagna à la porte. Revenez samedi prochain, dit-elle simplement. Je revins. Et tout bascula. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Nous nous voyions en secret. Toujours chez elle. Toujours l'après-midi quand Claire était à Bruxelles. Nous parlions. Nous lisions. Nous nous effleurions. Un jour, elle posa ses lèvres sur les miennes. Ce fut doux. Hésitant. Presque douloureux. Je fondis en larmes. Elle aussi. Mais le secret pesait. Margot devenait nerveuse. Consultait son téléphone sans cesse. Claire appelait plus souvent. Voulait fixer une date pour revenir définitivement. Elle sent que quelque chose cloche. Me confia Margot un soir. Blottie contre moi sur le canapé. Je lui mens. Je déteste ça. Je proposai d'arrêter. Elle refusa. Pas encore. J'ai besoin de comprendre. Nous faisions l'amour pour la première fois en décembre. Sous la lumière tamisée d'une guirlande de Noël qu'elle avait installée pour Léa. Ce fut tendre. Intense. Empli de larmes. Après. Elle pleura longtemps dans mes bras. Je trahis tout ce que j'ai construit. Souffla-t-elle. Les fêtes approchèrent. Claire annonça son retour définitif pour le 15 janvier avec Léa. Margot paniqua. Elle me demanda de ne plus venir pendant un mois. Pour voir si je peux vivre sans vous. Je acceptai. Le cœur brisé. Pendant ce mois, je sombrais. Je ne dormais plus. Mangeais à peine. Je voyais Margot à la fac. Distante. Professionnelle. Un jour, je craquai et lui envoyai un message désespéré.
Elle ne répondit pas. Le 20 janvier. Elle m'appela enfin. Sa voix était brisée. Claire est revenue. Avec Léa. Elles dorment dans la chambre d'amis pour l'instant. Mais je n'y arrive pas. Je pense à vous tout le temps. Elle pleurait. Venez ce soir. Claire sort avec des amis. Je vins. Quand elle ouvrit la porte, elle se jeta dans mes bras. Nous fîmes l'amour avec une urgence désespérée. Après, elle me dit, je vais parler à Claire. Lui dire la vérité. Je fus terrifiée. Et Léa? Elle pâlit. Je ne sais pas. Mais je ne peux plus vivre ce mensonge. 2 jours plus tard. Catastrophe. Claire découvrit nos messages par hasard. Elle fit une scène terrible. Margot m'appela en larmes depuis sa voiture, elle veut partir avec Léa. Définitivement. Elle dit que je suis une égoïste. Une destructrice. Je voulus la rejoindre. Elle refusa. Pas maintenant. J'ai besoin d'être seule. Je n'eus plus de nouvelles pendant une semaine. Puis un mail, Claire est partie à Bruxelles avec Léa. Elle demande le divorce. Je ne sais plus qui je suis. Margot sombra dans une dépression profonde. Elle prit un arrêt maladie. Je la voyais tous les jours. Je cuisinais pour elle. Je dormais parfois chez elle. Elle pleurait Léa, qu'elle n'avait pas vue depuis le départ. Claire refusait tout contact. Elle dit que je l'ai trahie de la pire façon. Qu'une aventure avec une étudiante. C'est pathétique. Je me sentais coupable. C'est ma faute, disais-je. Elle secouait la tête. Non. C'était en moi depuis longtemps. Tu as seulement révélé la faille. Un soir de février, alors que la neige tombait sur Paris, elle me demanda, et si nous partions? Loin. Juste toutes les deux. Je fus tentée. Mais réaliste. Vous avez votre poste. Votre réputation. Et Léa? Elle éclata en sanglots. Je ne sais pas si je la reverrai un jour. La fac apprit vaguement quelque chose des rumeurs. Un mot anonyme. Margot fut convoquée par le doyen. On lui posa des questions sur une relation inappropriée avec une étudiante. Elle nia tout. Mais le doute s'installa. Elle décida de démissionner avant qu'on la pousse dehors. Elle vendit l'appartement. Loua un petit studio à Montmartre. Nous vécûmes ensemble. Dans la précarité. Mais dans une intimité nouvelle. Pourtant, la culpabilité la rongeait. Elle buvait trop. Nous nous disputions. Tu es jeune, Amélie. Tu mérites mieux qu'une femme brisée qui a perdu sa fille par égoïsme. Je refusais de partir. Je t'aime. Nous reconstruirons. Un matin de mars. Coup de théâtre. Claire appela. Elle voulait que Margot voie Léa. Elle te réclame sans cesse. Je ne peux pas lui faire ça. Elles se revirent dans un parc. Léa courut dans les bras de Margot. Elles pleurèrent toutes les trois. Claire et Margot parlèrent longuement. Pas pour se remettre ensemble trop de blessures mais pour organiser une coparentalité.
Claire accepta que je fasse partie de la vie de Léa. Progressivement. Les mois suivants furent un lent chemin de reconstruction. Margot trouva un poste dans une petite université de province. Nous déménageâmes à Nantes, loin des regards parisiens. Léa venait un week-end sur 2, puis une semaine sur 2. Elle m'appela d'abord la copine de maman, puis Amé. Je terminai mes études à distance. Nous achetâmes une petite maison avec jardin. Margot écrivit un roman, inspiré de notre histoire, qu'elle publia sous pseudonyme. Il eut un succès discret mais profond dans les milieux littéraires lesbiens. Un soir d'été, 5 ans plus tard, nous étions toutes les 4 sur la terrasse. Claire était venue dîner. Relation apaisée. Léa jouait avec le chat. Margot me prit la main sous la table. Je ne regrette rien, murmura-t-elle. Même la douleur. Elle nous a menés ici. Je serrai ses doigts. Nous avions traversé la trahison, la perte, la honte, le désespoir. Mais nous avions choisi l'amour, malgré tout. Un amour imparfait, humain, profondément français dans sa complexité, fait de silence, de non-dits, de passion contenue et de réconciliation lente. Paris nous manquait parfois, avec ses lumières et ses secrets. Mais nous avions trouvé une paix nouvelle, fragile, précieuse. Et quand Léa nous appelait « mes mamans », même si ce n'était pas légal, même si c'était compliqué, nous savions que nous avions gagné quelque chose d'immense. L'amour, parfois, naît dans l'interdit. Il grandit dans la douleur. Et il survit, si on accepte d'en payer le prix.